pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, pour défendre notre pays. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff. Chers amis, dans leur politique agressive anti-Russie, les Occidentaux ont dépassé toutes les bornes. On entend sans cesse des menaces à l'égard de notre pays. Certains responsables politiques occidentaux parlent non seulement de plans de livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine. Ce sont des armes qui permettent de frapper le territoire de la Russie. Et les frappes terroristes avec l'usage d'armes occidentales sont déjà effectuées actuellement sur les territoires libérés. Et ces systèmes, les systèmes de pointe de reconnaissance aérienne navale sont fournis à l'Ukraine sur les positions russes. Washington, Londres, Bruxelles incitent les autorités de Kiev à mener des opérations militaires contre la Russie. Ils disent que la Russie doit être désintégrée sur le terrain de façon militaire, politique, économique et culturelle. Ils veulent la désintégration totale de notre pays. Dans cette allocution historique du 21 septembre 2022, Vladimir Poutine s'adresse à la nation pour aborder la situation critique dans le Donbass et l'opération militaire en Ukraine. Il met en lumière les enjeux géopolitiques majeurs, accusant l'Occident de vouloir affaiblir la Russie tout en annonçant des mesures de mobilisation militaire pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Cette vidéo explore les points clés de son discours, notamment la mobilisation partielle et les avertissements concernant l'utilisation d'armes modernes, y compris nucléaires, pour défendre la souveraineté de la Russie. Suivons l'allocution de Poutine et discutons ensuite. Chers citoyens russes, le thème de mon intervention est la situation dans le Donbass et le déroulement de l'opération militaire spéciale face au régime néo-nazi de Kiev qui a pris le pouvoir en 2014 à l'issue d'un coup d'État par la force. Je m'adresse à vous, à tous les citoyens de notre pays, aux personnes de générations différentes, de formations différentes, à tous les peuples de notre pays, à tous ceux qui sont unis par la Russie historique, aux soldats, aux officiers, aux volontaires qui se battent actuellement sur le terrain et à nos frères, à nos sœurs habitant les républiques de Donetsk et Lugansk, aux régions de Kherson et Zaporozhye et autres territoires libérés en Ukraine. Il s'agit maintenant des mesures nécessaires à prendre pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Russie. Conformément à la volonté, au droit de nos concitoyens de manifester leur volonté et qui se battent pour préserver leur territoire face à l'armée ukrainienne qui cherche à bloquer toute volonté de manifestation de l'autonomie et impose leur volonté à leur peuple, qui impose leurs propres valeurs. C'est le comportement des pays occidentaux. Ils le disent déjà directement. C'est qu'en 1991, ils avaient pu désintégrer l'Union soviétique et que maintenant le temps est venu de faire la même chose avec la Russie. Et donc cet ensemble de volonté et de force contre nous. Et aujourd'hui, ils ont encouragé les troupes terroristes dans le Caucase. Ils ont rapproché les structures de l'OTAN de nos frontières. Ils sont lancés dans une guerre de russophobie totale et depuis des années, ils ont développé cette haine de la Russie, principalement en Ukraine, dont ils se servent comme terrain de manœuvre pour la lutte contre la Russie, transformant le peuple ukrainien en chair à canon. Et en déclenchant cette guerre dès 2014, en utilisant la force contre les citoyens russes, en organisant le génocide et la terreur contre la population du Donbass qui refusait de reconnaître les autorités de Kiev issues du coup d'État de 2014. Et aujourd'hui, les autorités de Kiev ont refusé de résoudre par la paix le problème du Donbass. Et maintenant, il est clair que comme ça avait été déjà le cas lors des 2 tentatives de répression par la force dans le Donbass, aujourd'hui, c'est une attaque qui
vise aussi la Crimée russe. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons décidé de prendre cette mesure, de lancer l'opération militaire spéciale de façon préventive et de libérer le territoire de Donbass. Les objectifs de cette opération demeurent les mêmes. La République de Lugansk est quasiment nettoyée des nazis aujourd'hui. Là, les combats se poursuivent dans la République populaire de Donetsk. En 8 ans, les autorités de Kiev ont créé une ligne fortifiée sur le front et qui ont causé de lourdes pertes. Et aujourd'hui, les républiques de Donbass se battent de façon régulière en utilisant le matériel militaire et leurs hommes, et pas à pas, libèrent la terre du Donbass, la libérant des néo-nazis et en cherchant à libérer la population qui s'est retrouvée otage entre les mains de Kiev. Comme vous le savez, l'opération militaire spéciale a impliqué des militaires professionnels et au coude à coude avec eux, il y a aussi des volontaires, des unités de volontaires qui se sont formées de tous âges, de toutes professions, de véritables patriotes qui ont décidé de lutter pour la défense de la Russie et du Donbass. Par conséquent, le gouvernement et le ministère de la Défense ont reçu de moi des instructions pour organiser très prochainement le statut des volontaires des populations des républiques de Donetsk et de Lugansk pour qu'ils aient le même statut que les militaires de la Fédération de Russie sur le plan matériel, sur le plan médical, sur le plan social, avec les garanties afférentes. Et une attention particulière doit être accordée au soutien de toutes ces unités qui luttent dans le Donbass. Au cours de l'opération de libération du Donbass, nos troupes, en accord avec le ministère de la Défense et l'État-major, ont libéré des nazis une part importante des régions de Kherson et de Zaporozhye et aussi certains secteurs dans d'autres régions. Et donc, il y a maintenant une ligne de contact direct qui dépasse 1000 km qui s'est formée. Et ce que je veux dire pour la première fois aujourd'hui, publiquement, c'est que depuis le début du lancement de l'opération, et notamment au cours des négociations d'Istanbul, les autorités de Kiev avaient été plutôt positives sur nos propositions en matière de garantie de sécurité de la Russie et de défense de nos intérêts. Mais cette solution de paix ne satisfaisait pas les pays occidentaux, et donc ils ont un ordre quasiment direct de renoncer à cet accord. Et on a envoyé encore plus d'armes en Ukraine. De nouvelles bandes de mercenaires et de nationalistes ont été lancées en Ukraine. Les troupes ukrainiennes formées sous les standards de l'OTAN ont lancé cette guerre. Et de la façon, parallèlement, les répressions contre leurs propres citoyens ont été lancées en fait dès le coup d'État de 2014. La politique d'intimidation, de terreur, de violence revêt un caractère de plus en plus massif, de plus en plus sauvage. Je tiens à le souligner, nous savons que la plupart des personnes vivant dans les territoires occupés par les nazis, ce sont les terres historiques de la Nouvelle-Russie, ne veulent pas se trouver sous le joug du régime néo-nazi. À Zaporozhye, à Kherson, à Donetsk, à Lugansk, dans toutes ces régions, ils ont été témoins des atrocités commises par les néo-nazis dans ces régions. Les héritiers de Bandera et des néo-nazis tuent les gens, les torturent, les jettent en prison, effectuent des représailles contre les civils. Les républiques de Donetsk et Lugansk, les régions de Kherson et Zaporozhye comptaient plus de 7 millions d'habitants avant le début des opérations. Un grand nombre parmi eux ont dû quitter le pays, être des réfugiés, et ceux qui sont restés, à peu près 5 millions de personnes, font l'objet de frappes d'artillerie et de missiles incessantes de la part du régime néo-nazi, qui frappe des écoles, des infrastructures civiles et organise des attentats contre les civils. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit moral d'abandonner ces gens qui nous sont proches entre les mains de ces bourreaux. Nous ne pouvons pas ne pas réagir à leur volonté sincère de déterminer eux-mêmes de leur sort. Les parlements des républiques du Donbass, mais aussi l'administration civilo-militaire de la région de Zaporozhye et de Kherson ont pris la décision de mener des référendums sur l'avenir de ces territoires. Ils se sont adressés à nous, la Russie, pour nous demander de les soutenir dans cette mesure. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
faciliter la tenue de ces référendums, pour que le peuple puisse exprimer sa volonté et décider de son avenir. Et c'est ce que décidera la majorité de la population, et nous soutiendrons cette volonté. Chers amis, aujourd'hui, notre armée, comme je l'ai dit, agit le long de cette ligne de contact qui s'étend sur plus de 1000 km. Il s'oppose non seulement aux formations néo-nazis, mais à toute la machine militaire des pays occidentaux. Et à cet égard, il me paraît nécessaire de prendre les mesures suivantes qui répondent adéquatement, parfaitement aux menaces qui s'opposent. Il s'agit précisément de défendre notre patrie, défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, défendre les gens qui habitent sur les territoires libérés. Il me paraît nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de mener en Fédération de Russie une mobilisation partielle. Je le répète, il s'agit d'une mobilisation partielle, c'est-à-dire appeler au service militaire seulement les citoyens qui sont déjà dans la réserve, avant tout ceux qui ont fait leur service militaire et ont une spécialité militaire précise et l'expérience correspondante. Et avant d'être envoyés sur le front, ces personnes suivront une formation supplémentaire, une mise à niveau en fonction de leur spécialité. Le décret de mobilisation partielle a déjà été signé. Conformément à la législation, cette décision sera transmise au Conseil de la Fédération et à la Douma. Et les mesures de mobilisation commenceront dès aujourd'hui, le 21 septembre. Je donne l'ordre aux autorités régionales de prendre toutes les mesures pour faciliter le travail des bureaux militaires et en particulier les citoyens qui seront appelés bénéficieront de toutes les garanties sociales et médicales des militaires. J'ajoute que le décret de mobilisation partielle prévoit aussi des mesures supplémentaires relatives au secteur industriel de la défense. C'est-à-dire que les entreprises qui sont impliquées ont une responsabilité particulière ici pour développer leurs capacités industrielles. Toutes les questions d'ordre matériel, financier, liées à ces entreprises doivent être résolues par le gouvernement aussi rapidement que possible. Chers amis, dans leur politique agressive anti-Russie, les Occidentaux ont dépassé toutes les bornes. On entend sans cesse des menaces à l'égard de notre pays. Certains responsables politiques occidentaux parlent non seulement de plans de livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine. Ce sont des armes qui permettent de frapper le territoire de la Russie. Et les frappes terroristes avec l'usage d'armes occidentales sont déjà effectuées actuellement sur les territoires libérés. Et ces systèmes, les systèmes de pointe de reconnaissance aérienne navale sont fournis à l'Ukraine sur les positions russes. Washington, Londres, Bruxelles incitent les autorités de Kiev à mener des opérations militaires contre la Russie. Ils disent que la Russie doit être désintégrée sur le terrain de façon militaire, politique, économique et culturelle. Ils veulent la désintégration totale de notre pays. Ils ont lancé un chantage nucléaire, c'est-à-dire non seulement ils encouragent le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijie, ce qui peut entraîner une grande catastrophe, mais certains hauts responsables des pays de l'OTAN parlent de l'éventualité d'utiliser l'arme nucléaire comme arme de destruction massive contre la Fédération de Russie. Ceux qui se permettent de telles déclarations doivent se souvenir que notre pays dispose lui aussi de différents moyens de les frapper et certains composants sont même plus de pointe que les leurs pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, pour défendre notre pays. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent en être certains. L'intégrité territoriale de notre pays, notre indépendance, notre liberté seront assurées. Je le souligne encore une fois, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui cherchent à pratiquer le chantage nucléaire contre nous doivent savoir que le vent pourrait se retourner contre eux. Dans nos traditions historiques, le destin de notre peuple
et d'arrêter ceux qui nous offensent. Nous ne permettrons pas d'être asservis. Et aujourd'hui, nous le ferons. C'est ainsi, je suis convaincu de votre soutien. L'Occident et l'OTAN, dans leur soutien croissant à l'Ukraine, semblent poursuivre une logique d'escalade qui ignore les conséquences potentiellement catastrophiques de ce conflit prolongé. En fournissant des armes de plus en plus sophistiquées, y compris la possibilité de missiles de longue portée capables de frapper le cœur de la Russie, ils prennent un risque immense. Cette posture, loin de favoriser une résolution pacifique, semble alimenter une spirale de violence. L'objectif apparent de l'Occident, qui vise à affaiblir la Russie militairement et économiquement, soulève des interrogations légitimes sur les intentions réelles derrière ces actions. Sont-elles réellement destinées à protéger l'Ukraine, ou s'agit-il d'une tentative de redessiner l'équilibre géopolitique mondial à leurs avantages? L'OTAN, avec son soutien militaire direct à Kiev, semble avoir dépassé le simple rôle de défenseur de ses membres pour devenir un acteur actif dans cette guerre par procuration. Cela risque non seulement de prolonger inutilement les souffrances des populations, mais aussi de provoquer une escalade incontrôlable aux dimensions mondiales. L'intention de certains responsables occidentaux, qui évoquent parfois ouvertement le désir de voir la Russie affaiblie ou disloquée, montre un mépris inquiétant des conséquences que cela aurait pour la sécurité mondiale. Cependant, face à cette escalade militaire et rhétorique, il est impératif d'appeler à la paix avant qu'il ne soit trop tard. Les récents appels de Kiev pour des missiles à longue portée ne doivent pas être vus uniquement comme une avancée tactique, mais comme un danger clair d'aggravation du conflit. Une telle fourniture d'armement pourrait pousser la Russie à des représailles massives, voire à l'utilisation d'armes non conventionnelles. L'engrenage de la violence doit être stoppé. La communauté internationale, y compris l'Occident et la Russie, doit comprendre que le maintien de cette confrontation militaire ne peut mener qu'à une destruction mutuelle. L'humanité ne peut se permettre une telle issue. Il est urgent de mettre en place des négociations sincères, sans chercher à imposer une défaite humiliante à l'un ou l'autre des camps. La paix doit être la priorité absolue. Si l'Occident et l'OTAN continuent sur cette voie belliciste, le monde entier pourrait se retrouver au bord d'une guerre plus vaste, avec des répercussions dramatiques pour tous les pays. C'est un appel à la raison, à la retenue et à la diplomatie. Avant que la situation ne dégénère, un cessez-le-feu doit être instauré, et des pourparlers de paix doivent être engagés pour éviter une catastrophe mondiale. Face à l'escalade actuelle, il devient crucial de se poser les bonnes questions. Jusqu'où l'Occident et l'OTAN sont-ils prêts à aller pour soutenir l'Ukraine sans provoquer un conflit direct avec la Russie? En fournissant des missiles à longue portée, ne risque-t-il pas de franchir une ligne rouge irréversible? Et la Russie, face à ces menaces, pourrait-elle répondre d'une manière qui entraînerait des répercussions dévastatrices pour tous? Il est essentiel d'interpeller la communauté internationale sur la voie à suivre. Peut-on vraiment croire que la paix durable viendra par des moyens militaires, ou sommes-nous condamnés à entrer dans une nouvelle ère de conflits mondiaux? Quelles sont les alternatives possibles pour désamorcer cette crise avant qu'il ne soit trop tard? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que la paix est encore possible à ce stade du conflit, ou le point de non-retour a-t-il déjà été atteint? Quel compromis pourrait être fait par les différentes parties pour ramener la stabilité? Exprimons ensemble nos idées pour ouvrir un véritable dialogue sur les solutions de paix. Merci pour votre contribution et à très bientôt.